Chers abonnés d'Omerta, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau grand entretien. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Karl Zero, qui est un animateur star des années 90 du groupe Canal et qui aujourd'hui... Un vieillard. Et qui aujourd'hui... Un vieillard qui rend visite à Charles sur Omerta. Tu t'es reconverti puisque tu as cette excellente revue qui s'appelle L'envers des affaires, qui est disponible dans tous les kiosques. C'est un trimestriel. Et tu t'es engagé depuis plusieurs années sur le terrain glissant, voire dangereux, de la pédophilie. Non, du combat contre la pédophilie. Du combat contre la pédophilie. Qu'on appelle d'ailleurs la pédocriminalité. Contre la pédocriminalité. Eh bien, ma première question, puisque c'est un thème qui est l'objet à la fois d'affaires tragiques et aussi de fantasmes et de beaucoup de, faut dire aussi, de dérives aussi un peu mythomanes. Toi qui connais bien ces affaires et qui les as abordées sous un angle vraiment professionnel et très technique, très juridique, quelles sont les affaires qui t'ont le plus marqué ? En premier lieu, celle qui m'a coûté ma place à Canal+, puisqu'il faut rappeler pour les plus jeunes qui regardent Omerta aujourd'hui que j'étais ce qu'on appelle un animateur vedette avec une émission phare qui s'appelait Le Vrai Journal sur Canal+, le dimanche de 12h40 à 13h30, qui a duré pendant 10 ans, et que chemin faisant, je suis tombé sur ce qu'on a appelé l'affaire Allègre-Baudis, qui a donné lieu, puisque Dominique Baudis était à l'époque le président du CSA, donc il avait droit de vie ou de mort sur l'antenne de Canal+. Et comme il était incriminé d'une certaine façon dans cette affaire, et que j'ai eu le malheur d'en parler, ça m'a coûté chaud, ça m'a coûté ma place et ma société, et le fait d'avoir à licencier 40 personnes, et le fait de tout perdre en réalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au détour de cette affaire, il apparaissait que dans certaines soirées de notables toulousains, il y avait des enfants qui étaient abusés. Et l'idée, à l'époque, je ne connaissais pas du tout ce dossier de la pédocriminalité. Mais l'idée que ça puisse exister me révulsait. Moi, j'étais moi-même père de jeunes enfants à l'époque. Et je me suis dit, bon, bah, t'es en place, t'es au top. Dans la télé, on peut difficilement être au-dessus. À l'époque, Canal+, machin... mais il faut que tu le dises. Et je l'ai dit, tout le monde m'a dit n'y va pas, j'y suis allé et je l'ai payé extrêmement cher, voilà. Et de là, je me suis dit, une fois que j'ai été viré, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'occuper plus de faits divers avec un axe, pédocriminalité. Donc faire beaucoup d'affaires, beaucoup de reportages. J'ai eu la chance de trouver du travail sur une petite chaîne, 13e rue, ensuite RMC Découverte, et de pouvoir faire des documentaires de faits divers. J'en ai fait 120, avec un axe toujours autour de ces affaires irrésolues, où il y a des enlèvements, des viols et des meurtres d'enfants, et avec en filigrane l'existence, qu'on me reproche encore aujourd'hui, de réseaux pédocriminels. Alors on me l'a beaucoup reproché. Maintenant, les médias traditionnels commencent à accepter l'idée que ça puisse exister. Ils se rendent bien compte qu'avec Internet, ça existe de facto. Et ils commencent à peine maintenant à comprendre qu'il y a aussi des cérémonies, des crimes rituels, des sortes de sectes pédosataniques où ces choses se produisent. Donc tu me dis les affaires qui t'ont marqué. Il y a une affaire qui a existé, c'était les tout débuts du Vrai Journal, c'est l'affaire Dutroux, qui est la première, la plus emblématique, parce que Dutroux est donc considéré et sera condamné, elle éclate en 96, mais il ne sera condamné qu'en 2004. Et il est condamné comme prédateur isolé, accompagné de sa femme et d'un baltringue, une sorte de SDF. Alors qu'à l'évidence, il servait de pourvoyeur de chair fraîche à un réseau du Gotha belge, qui faisait des soirées, pareil, mais bien plus encore, parce qu'on a beaucoup de détails, puisque il y a eu les témoignages de ceux qu'on a appelés les témoins X, qui étaient des personnes réparties aux quatre coins de la Belgique, et qui étaient enfants à l'époque, et qui avaient croisé Dutroux, et on organisait des soirées avec des sacrifices d'enfants, et il y avait des chasses à courre, où des enfants nus étaient pourchassés pour être ensuite offerts à Satan, enfin un délire absolu, mais qui malheureusement était vrai. Mais l'État belge, comprenant qu'au moment de la marche blanche, il allait avoir un retournement de situation épouvantable si on touchait aux enfants des gens, il y avait quand même 400 000 personnes dans les rues de Bruxelles habillées en blanc qui étaient sorties pour manifester contre le fait qu'on venait de virer le juge Conrad qui était en charge de l'affaire. Et le fait qu'on vire ce juge voulait dire que l'affaire serait enterrée. Elle l'a été, donc c'est deuxième affaire qui m'a énormément marqué.
L'affaire d'Outreau m'a énormément marqué parce que c'est l'histoire d'un grossier montage. C'est-à-dire, on avait là encore un réseau pédophile dans cette tour du Renard, dans cette ville un peu, dans cette banlieue un peu sinistrée du Nord, où il y avait 55 clients qui venaient consommer des enfants. Finalement, on a jugé 12 personnes, elles ont été condamnées, et puis par un extraordinaire retournement de situation, au cours du procès, on a dit que les enfants, certes, étaient victimes, mais que les coupables devenaient des acquittés. Et quand on parle aujourd'hui avec les enfants victimes, ils existent, ce sont les enfants de lait, pour les plus connus d'entre eux. Et ben, sur les 12 acquittés, ils désignent 7 coupables. Donc on nous a bien monté une espèce de gigantesque piège dans lequel Dupond-Moretti s'est illustré en tétanisant de peur des gosses, et même une petite qui a fait pipi sous elle, tellement il y gueulait dessus comme ça. Ensuite, l'affaire Fourniret, au travers de la revue, le premier numéro a été consacré. Même histoire, on nous a présenté Michel Fourniret comme un prédateur isolé. Or, Michel Fourniret disait clairement qu'il avait des rapports avec la franc-maçonnerie. D'ailleurs, les lettres qu'il écrit indéfiniment, parce qu'il aimait beaucoup écrire, des lettres un peu cryptiques et codées, qu'il envoyait soit à sa femme, soit à son fils, etc., parlaient constamment de franc-maçonnerie et de son grand maître. Manque de bol, on a retrouvé le grand maître en question, et le mec, il nie même pas, il dit oui. Et même on l'aidait quand il était en prison, à croûter, à pouvoir avoir des cigarettes ou des bars Mars, j'en sais rien. Donc, là encore, il est clair que on dit on peut avoir un cancer à un bureau de tabac, ben, c'était le cas, c'est-à-dire qu'il était effectivement un prédateur isolé, mais il pouvait aussi fournir des réseaux qui aiment consommer des enfants. Je ne suis pas en train de dire que tous les francs-maçons, évidemment, sont des pédophiles, mais une toute petite partie d'entre eux l'est, et cette petite partie est protégée par les autres, parce qu'ils ont leur justice à eux, qui n'est pas la justice de la République. Ce sont les apôtres de la République, alors ils doivent être dans la justice de la République, pas en dehors. C'est ce que je leur demande depuis des années. Ils n'écoutent pas. On a l'impression que la pédocriminalité, finalement, bon, ça a certainement toujours existé, mais on a l'impression qu'il y a une explosion du phénomène à partir de 68, la libération sexuelle, etc. Et qu'aujourd'hui, on a, ce dont tu parles, et c'est difficile d'en parler, c'est-à-dire la pédocriminalité de réseau, et en même temps, sur Internet, une pédocriminalité de prédateurs isolés qui, via des applications de rencontres avec des ados, etc., font un peu... essaient de faire un peu leurs affaires par ce biais-là. Tu es d'accord avec ça ? Et qui finissent par monter des réseaux entre eux, par s'envoyer... En général, comment ça commence ? On le voit bien là, on a une enquête sur le dénommé Cali, qui était un des 10 mecs les plus recherchés au monde. Le Cali en question était cantonnier à Frontenac. On dirait une aventure de Spirou, on rêve. Le mec était cantonnier, tout le monde le cherchait, il s'exprimait qu'en anglais, le mec ne parle pas anglais. Il faisait Google Trad. Et il a commencé par violer ses petites filles, il a mis en ligne, du coup d'autres qui faisaient la même chose, ils ont échangé, et puis il s'est mis à animer des sites sur le dark web, mais une dizaine de sites, et à recevoir l'argent, etc. Et c'était un business florissant, incroyable. Et c'était un véritable réseau mondial, avec des milliers de personnes qui le suivaient, et qui envoyaient les viols qu'ils faisaient eux-mêmes, ou des viols qu'ils avaient récupérés, et parfois des meurtres, enfin bon, on est chez les fous. Donc maintenant, les gens commencent à reconnaître que ça existe. Mais ce qui est certain, c'est que les pouvoirs publics ne font pas grand-chose. On les alerte depuis des années et des années. Et ça ne sert pas à grand-chose. Donc on est forcément assez énervé au bout d'un moment quand on essaye d'obtenir une loi qui se tienne. Quand ils ont créé la Civise, formidable, pour défendre l'enfance. Ils ont mis un mec, le juge Durand, type formidable là encore. Ils l'ont viré parce que le mec travaillait. Parce que le mec pointait le doigt sur les vrais trucs. Il disait ce qu'il fallait faire. Mais il ne s'attendait pas à ça. Il l'avait nommé pour qu'il fasse un bon petit dodo, bien propre, avec son petit pull. C'est pas un mec qui gueule, hein. Il n'est pas comme moi. C'est un mec, il est calme. Il disait, il va être très très calme et rien ne se passera. Bah, du coup, ils l'ont débarqué. Ils ont mis les deux seuls qui, dans la Civise, ne l'aimaient pas, se sont retrouvés les chefs. Du coup, ils ont des casseroles qui sont apparues presque immédiatement. Du coup, la protection de l'enfance en France, elle est morte pour les 3 ans qui nous restent de Macron, c'est clair. Il ne veut absolument pas en faire une priorité. Et on sait d'ailleurs pourquoi. Enfin, il y a suffisamment de rumeurs pour imaginer pourquoi il n'a pas envie d'en faire une priorité. Mais enfin, ça me paraît une honte. Voilà.
Tout ça me paraît une honte. Parce que ce thème de la pédocriminalité, grâce à toi notamment, grâce à Internet, est devenu un des thèmes majeurs. C'est un thème ça intéresse aujourd'hui les Français. Moi, je fais pas ça pour fédérer. Je fais ça parce que ça m'agace qu'on n'arrive pas à se débarrasser de ça. Tu parlais des années 68-70, quand, au travers de Libération, au travers de toute une intelligentsia de l'époque, il était de bon ton d'avoir un petit giton, d'avoir une petite copine comme Godrèche, avec Jacot, Doyon, machin, Malznev. Tout ça, c'était bon. Et puis, les années passant, ça a été dénoncé. On a mis au pilori Cohn-Bendit, Jack Lang, machin. Bon, très bien. Sauf que c'est en train de revenir par l'Internet et c'est en train de revenir aussi à l'école. À l'école, au travers de cette éducation sexuelle imposée, où on apprend aux tout petits enfants qu'ils ont le droit, même sans demander à leurs parents, de changer de genre, y compris de se faire opérer avant la puberté. Les pions pédophiles sont de nouveau de sortie et sont très forts. Et on a en face de nous, on a des gens qui sont véritablement des pervers. Et si nous, gens normaux, on ne réagit pas en disant « Hé les mecs, stop !» Mais qui le fera? Si notre génération ne le fait pas, c'est pour ça que je me suis engagé comme ça. Parce que moi, je l'ai déjà expliqué, moi je suis à la retraite, je suis un jeune retraité, j'ai du temps à perdre, eh ben je le perds pour une cause utile. Ça, c'est une cause utile. Tu m'as dit tout à l'heure, avant l'entretien, tu as parlé de phénomène diabolique. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois qu'il y a un lien vraiment avec un mal absolu Il y a évidemment un lien. Simplement, si je ne peux pas utiliser ça comme argument. Chacun a le droit de croire ou de ne pas croire. Et c'est pas parce que moi j'ai été élevé dans la région catholique. Après, à l'adolescence, je l'ai quitté, puis je l'ai retrouvé vers 35 ans. Il faut être honnête, j'ai pas été un petit saint toute ma vie, mais je me suis correctement comporté. J'ai toujours eu des valeurs qui étaient, au fond, celles qui m'avaient été inculquées quand j'étais gosse. Et en même temps, j'étais dans une école catholique où j'ai le sentiment, ou même la certitude, que la pédophilie, venant des prêtres, ça y allait franco de port. Il n'y avait pas de retenue. C'était à la limite normal. Donc, j'ai le souvenir de tout ça. J'ai pas été abusé, moi, enfant, ou j'ai juste été confronté à tellement de parents, de victimes, d'ex-victimes, qui m'ont raconté des trucs tellement horribles. Et puis après, j'ai commencé à les voir sur le net. On m'a envoyé, et alors encore plus maintenant qu'on a lancé une association qui s'appelle Justice pour l'enfance. Donc c'est un collectif, aujourd'hui on a 38 avocats répartis sur toute la France. Donc il y a un site, justicepourlenfance.org, où les personnes qui ont affaire à ce genre de problème, ça va de l'inceste au réseau, peuvent nous contacter et on va les défendre. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On a commencé il y a 4 mois, on a déjà 280 dossiers. C'est bien la preuve qu'il y a un problème en France. C'est bien la preuve qu'il existe quelque chose. Donc, alors, j'en reviens à ta question sur le diable. Oui, évidemment, le diable existe. Enfin, moi, j'y crois. Dieu existe. Et je crois au bien et je crois au mal. Et je pense effectivement que les gens qui violent des enfants ou tuent des enfants, eh ben, c'est le diable qui les possède d'une certaine façon. Mais en même temps, il y a une délectation pour eux à faire ça. Il y a même, chez certains, dans ces réseaux pédophiles, surtout pédosataniques, c'est au travers de cela qu'ils se réalisent pleinement dans leur tête en tant que personne humaine. Ils défient, ils font exploser tous les tabous, ils deviennent des surhommes. C'est presque de l'eugénisme, c'est presque des nazis. Enfin bon, bref, on est face à la folie pure. Toi, tu es beaucoup intervenu au moment de l'affaire Lola. Sur l'affaire Lola, ouais, j'ai fait mon enquête parce que, comme je crois que tout le monde a compris que j'étais quelqu'un qui ouvrait sa gueule et qui était libre. Il se trouve que le mec qui devait épouser Dabia, qui a tué Lola, m'a contacté. Et ensuite, il m'a présenté les sœurs de Dabia. Donc, on a commencé à discuter. Je lui ai dit, t'es prêt à témoigner? Il me dit, oui, j'ai témoigné. D'ailleurs, j'ai déjà témoigné auprès des flics. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce que j'ai à dire. Ah oui. Et qu'est-ce que tu as à dire? Et là, il m'a raconté l'histoire suivante, c'est que Dabia était une fille normale, une petite arrivée d'Algérie vers 16 ans,
vierge, musulmane, pratiquante, dédiée à se marier avec lui. Et puis à un moment, à peu près 6 mois avant la mort de l'assassinat qu'elle a commis sur Lola, elle a été sous emprise de différents mecs qu'elle a rencontrés, avec qui d'abord elle a eu des relations sexuelles, des mecs, des Algériens d'une 50aine d'années, nés en Algérie, pas des Français. Et des mecs qui s'intéressent à l'occultisme arabe, on va dire, qui est même pré-islamique. Hein. Donc les djinns, toutes ces... Alors on peut dire ces conneries-là, mais enfin qui sont des choses auxquelles les musulmans croient, et de même que nous, on croit à l'existence des démons. Donc, tu vois, finalement, c'est pas très éloigné. Et ces types ont emmené Dabia faire des cérémonies très bizarres dans des endroits un peu incompréhensibles, y compris une église évangélique en banlieue parisienne, des cryptes, des cimetières. Elle buvait du sang, elle buvait de l'urine, ils faisaient l'amour, ils sacrifiaient je sais pas quoi, pas des enfants mais des animaux. Bon bref, elle rentre dans un univers comme ça. Et puis c'est de pire en pire, elle finit par quitter son copain, puis parler à ses sœurs, se barrer de chez ses sœurs, et arrive le crime. Le crime qui n'est pas expliqué, parce que dans les annales, ça n'existe pas. Viol et meurtre d'une petite de 12 ans par une femme de 24 ans, ça n'existe pas. Donc il y a forcément une commande qui a été faite sur Dabia par ces types. Or, ces types, dont la police connaît parfaitement le nom, ne sont pas inquiétés. Ces types continuent. Donc, c'est là où je dis, il y a un truc qui ne va pas du tout dans ce pays. Alors, l'extrême droite a agité Zemmour en premier. Oui, l'OQTF, il n'y aurait pas eu de crime si... Non, mais d'accord, mais c'est annexe dans l'histoire. Ce qui est très grave, c'est que des choses comme ça se passent sur notre sol. C'est pas qu'ils soient le fait spécialement d'immigrés ou d'Algériens, parce qu'il y a également des sectes pédocriminelles qui adorent le Baphomet, ou qui adorent l'Antéchrist, ou qui adorent Mammon, ou Dieu sait quoi, et qui sont parfaitement blancs de chez blancs. Donc, c'est pas la question. Enfin, pour moi, c'est absolument pas la question. La question, c'est de mener l'enquête jusqu'au bout pour comprendre comment cette Dabia, qui était une paumée, un peu pute et surtout une tiktokeuse, une instagrammeuse lambda, s'est retrouvée à faire ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait vraiment à la petite? Que signifie le 0 et le 1 sur les pieds? Est-ce qu'elle a prélevé du sang sur la petite Lola? Est-ce qu'elle l'a donné à quelqu'un? Autant de questions qu'on est en droit de se poser. Surtout que le pauvre père vient de mourir, quasiment de se suicider à force de picoler. Donc, ces questions-là, ça intéresse la police ou finalement ça je pense que alors, j'ai pas la réponse. Je pense que la police marche sur des œufs parce qu'il s'agit d'une... Ils sont parfaitement conscients que c'est une croyance qui est les djinns. C'est un truc avec lequel on rigole pas dans le monde musulman. C'est un truc qui existe. C'est un truc que eux, flics, ne connaissent pas très bien, dans lequel ils n'ont pas tellement envie d'aller. Parce qu'après tout, ils ont une coupable qui a reconnu les faits, sans les expliquer, et une victime. Ça peut leur suffire. Alors là, il n'y a eu qu'une expertise psychiatrique de Dabia qui a dit qu'elle n'était pas folle. Mais là, ils l'ont mis chez les fous. Mais ils l'ont mis chez les fous parce qu'elle s'est rasée la tête, qu'elle s'est cognée la tête contre le mur, parce qu'elle n'est pas en forme, parce qu'elle est en espèce de dépression, parce qu'elle comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi elle l'a fait, et en même temps, quand ses sœurs lui posent la question, elle leur dit « demande à Farouk, demande à Farouk ». Donc Farouk, c'est un des mecs en question, là. Donc, voilà, il y a bien eu un truc, et je pense que si un jour elle est jugée, il faudrait que ces gens-là soient jugés avec elle. Je suis pas là pour la défendre, ce qu'elle a fait est immonde. Et rien que pour ça, enfin, j'ai pas à prôner la peine de mort, mais au moins une peine réelle, incompressible, s'impose. Mais il faut que les mecs qui l'ont amené là-dedans soient aussi jugés. Alors il y a un thème qui revient souvent, c'est l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est autre chose, c'est un scandale d'État. L'aide sociale à l'enfance, c'est l'ancienne DAS. Ça représente 240 000 enfants qui sont placés en France. Et là, j'ai recueilli le témoignage d'un mec qui fait que ça, Michel Hamas, un avocat du Midi qui est formidable, et qui me dit que 80% des enfants placés ne devraient pas l'être. Aujourd'hui, on place pour placer. Et donc, dès qu'il y a un signalement, mais ça peut être la maîtresse, ça peut être la voisine, ça peut être n'importe qui sur un enfant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas signaler si un enfant est tapé, un enfant est violé, évidemment. Mais bien souvent, on place un enfant pour des raisons absurdes.
Parce qu'il est arrivé 4 fois en retard, parce qu'il est mal coiffé, parce qu'il a mal parlé à la maîtresse. On dit « Ah, il y a un problème à la maison ». Les services sociaux arrivent et là, c'est terminé. Pourquoi? Parce que gigantesque pompe à fric, chaque enfant placé, ben, ça a un coût. Ça rapporte à l'administration, ça rapporte aux associations qui aident à placer les enfants. Et c'est 1984. Le système se nourrit lui-même indéfiniment. Et même maintenant, ils en sont à dire qu'il faut qu'on place 2 fois plus d'enfants. On va passer à 480 000 enfants placés. Et ils sont placés où? Alors, certaines familles d'accueil formidables, d'autres, ils sont violés. Violés par les parents, violés par les autres enfants. Ils se retrouvent en foyer. Pareil, ils peuvent être violés par des enfants qui ont été abusés, violés par des animateurs. Et tout le monde couvre, tout le monde couvre, tout le monde couvre, tout le monde ferme sa gueule. Pas normal. Les choses que tu dénonces, en quelque sorte, tu brises une omerta. Est-ce que tu crois que... Quelle est la bonne stratégie pour faire que ces sujets que tu as mis sur la place publique prennent de plus en plus d'importance En parler. Ne pas lâcher. 2, agir auprès des pouvoirs publics. Pas facile. Certains députés sont bien, certains sénateurs sont bien, d'autres sont... bon, jetons le manteau de Noé. Essayer de changer les lois. Je doute qu'on y arrive avec le président actuel. Donc, en fait, ça s'appelle du lobbying politique. Essayer de faire aboutir les choses. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec la Ciivise, on voit que la voie normale ne fonctionne pas. Elle est bloquée. Donc, réseaux sociaux, Internet, gueuler, manifester, des actions précises, concrètes, et aller à la base, c'est ce que je fais au travers de l'association Justice pour l'enfance, être à la base, recevoir les témoignages, et ensuite porter les plaintes jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout en justice. C'est ça qui est important. Que les mecs ne se sentent pas libres. Ils savent qu'ils sont protégés d'une certaine façon. Protégés pourquoi? Parce que bien souvent, les mecs qui font ça, alors il y a toutes les couches sociales, hein. Il y a vraiment de tout. Je t'ai parlé du cantonnier, tu vois, il a été cantonnier. Tu as des mecs de la haute aussi. Voilà, c'est bien souvent, ils savent des trucs les uns sur les autres, ils se tiennent, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Donc, au nom de ça, se sachant protégés d'une certaine façon, il y a l'impunité. Si on fait comprendre que l'impunité, c'est fini, qu'ils vont prendre des vraies peines et qu'ils vont avoir des vrais problèmes, ils vont peut-être se calmer un petit peu. Voilà. Ce qui est fou, c'est que depuis 10 ans, on a le phénomène MeToo, Balance ton porc, etc. Il y a de plus en plus de transparence et de dénonciation de tout un tas de faits gravissimes, etc. Et est-ce que toi, l'action que tu mènes ou que d'autres aussi mènent... Il y a un plafond de verre pour les enfants. J'ai l'impression que la pédocriminalité, ça a tendance un peu à... Ils ont tendance à plus faire attention, ça a tendance un peu à se freiner, ou au contraire, je dirais, c'était bien parti. Exponentiel. Il y a des hauts et des bas. C'était bien parti avec la Ciivise. On allait obtenir, pas tout, mais on allait obtenir une partie de ce qu'on voulait. Mais des trucs évidents, comme la reconnaissance de l'amnésie traumatique, toujours pas reconnue. Quand on a été violé enfant, on s'en souvient pas forcément. Et puis ça peut revenir par bribes à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alors on dit, il est trop tard pour porter plainte, il est trop tard pour tout, laisser tomber, machin. Non, non, non. Enfin, il y a des tas de mesures, je ne vais pas toutes les citer, sinon on est là encore. On a même une pétition en ligne où il y avait 13 mesures qu'on demandait. J'avais même rencontré tous les candidats à la présidence, enfin ceux qui acceptaient de venir pour en discuter avec eux. Mais il y a vraiment un plafond de verre à faire péter. Et c'est un combat long et difficile. Mais en tout cas, moi, je ne lâcherai pas. Et il y a plein de gens qui sont à mes côtés, qui font chacun, tous, dans leur coin. Tu vois, on est une armée, mais on n'est pas encore unis. Mais on est une armée. Les gens se rendent compte. Après, toujours pareil. En haut lieu et dans les médias, ils font comme si de rien n'était. Mais non, vous êtes complotistes, vous êtes fous. On n'est pas du tout complotistes. Pas du tout. Pas une seconde. On parle d'une réalité tangible. Un enfant qui se fait abuser, c'est une réalité tangible. C'est pas un délire que la Terre est plate. Est-ce que ça peut constituer, par exemple pour les prochaines présidentielles, un thème vraiment un thème politique? Je pense qu'on sera, si ça n'en est pas un, on fera en sorte que ça en soit un. Voilà. Si tant est que
on ne soit pas rentré en guerre contre M. Poutine, que ça ne soit pas la fin du monde, et ainsi de suite. Carl Zero, merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère qu'on pourra se revoir très bientôt, parce que c'est un thème malheureusement qui est... Très bientôt, quand tu veux. Qui est inépuisable. Je rappelle à nos auditeurs l'excellente revue L'Envers des affaires, disponible dans tous les kiosques. Et vous trouverez en description de cette vidéo les liens utiles pour rejoindre et soutenir le combat de Carl Zero. Merci Charles.